Salut tout le monde à la maison, je m'appelle Claudia Lalancette et merci d'écouter encore une fois cette semaine Cafouiller en tête-à-tête. Si comme moi, vous êtes sur les néocitrans, les Kleenex, les Tylenol, votre nez pique, votre gorge, ça va pas bien, en fait, tout ce qui vient avec la grippe, on lâche pas, les vacances arrivent très rapidement. Et ça tombe bien parce que j'ai un invité cette semaine qui est très motivateur, mais je prends quelques secondes pour vous mentionner que les chroniqueurs, comme à chaque semaine, viennent me rejoindre à la fin de l'émission pour poser une question à mon invité et que nous sommes présents sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, si jamais vous avez des commentaires à nous faire. Bonne émission tout le monde! Il est comédien, conférencier, auteur, porte-parole. Vous l'avez vu dans Virginie, dans Des violons sur le toit et probablement dans l'une de ses milliers de conférences sur l'estime de soi. Avec moi ce soir, M. Martin Larocque. Bonjour, M. Larocque, ça va bien? Ça va très bien. Merci moi, ça va avec bien. Nous. Oui, bien, ouais, moi aussi, là, ça va bien, ça va bien. Merci d'être avec nous ce soir. Bien, merci de m'inviter. Je suis très content. Bien, ça nous fait plaisir. Et là, dans mon introduction, j'ai énuméré plusieurs cordes à votre arc, mais j'aurais pu en ajouter, vraiment. Metteur en scène, papa, évidemment, chroniqueur, animateur. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'un de vos premiers rêves de jeunesse, c'était de devenir curé. Oui. On est loin de ça quand même, là. Bien, pas tout à fait, tout à fait, parce que, tu vois, je suis conférencier à temps plein, je suis devant un groupe de personnes, j'expose une idée, je développe sur une idée. C'est comme une homélie à la messe. Quelqu'un m'avait dit que les conférenciers étaient comme les curés modernes. Tu sais, à l'époque, les curés, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient des leçons dans l'homélie. Ils faisaient pas juste la morale, là, ils faisaient chier le peuple un peu, mais ils aimaient développer des idées puis amener les gens à réfléchir. Je pense que le conférencier a ce rôle-là. C'est-à-dire que j'amène une hypothèse de travail. C'est jamais une conférence où je donne des trucs ou des conseils. Je me tiens loin de ça. Mais je réfléchis à voix haute. Puis je me rends compte que je suis pas loin, finalement, de ça. Puis moi, l'image que j'avais du curé quand j'étais petit, c'était quelqu'un de bien. Le curé de mon village, je me rappelle de Daniel et Benoît, c'était deux personnes bien. Ils étaient cool, c'était agréable de leur parler. Puis j'aimais l'image qu'ils projetaient, puis j'aurais aimé être ça. Chez les jeunes, un curé, le fun. Mais bon, quand tu deviens curé, tu as 3 vœux à faire. Oui. Et je voulais pas les faire. Non, c'est sûr. Chasteté, pauvreté et obéissance. Alors, c'est moins tentant. C'est moins tentant. Pauvreté, je suis pas capable. Mais d'arriver tout à coup à devenir conférencier, c'est pas étonnant. Non. Maintenant que je le regarde, tu sais, c'était une suite logique d'événements de ce que je suis. Je pense que quand on me demande de me définir en un seul mot maintenant, c'est communicateur. Je suis un communicateur. Ce que tu fais, ce que je fais, on communique des choses, on les vulgarise, on les rend accessibles, on les... Bon, tu sais. Et ça me plaît. Là, je suis vraiment dans les eaux où je voulais être, je pense. Mais c'est quand, justement, que ce rêve-là de devenir curé s'est transformé pour devenir comédien? Non, le rêve de curé est parti quand j'ai aimé une femme. Okay. C'est surtout ça, tu sais, tu tombes en amour, là, les valeurs font pas. Puis j'ai vraiment aimé ce switch-là, mais acteur, ça a toujours été. Moi, je me suis fait dire toute mon enfance, arrête de faire ton show. Parce que je suis quelqu'un de très expressif, je suis quelqu'un qui parle fort, je suis quelqu'un qui n'a pas de filtre toujours. Tu sais, je dis ce que je pense, puis c'est très dangereux de dire ce qu'on pense. J'ai perdu des amitiés à cause de ça, mais j'avais le plaisir et le besoin d'être devant du monde. Donc, de n'importe quelle façon, d'être devant du monde. Donc, une classe, c'est parfait. Donc, j'étais l'emmerdant dans la classe parce que j'avais une foule, j'avais quelqu'un, je pouvais faire réagir, je pouvais amuser, tu sais. Puis, tranquillement, le théâtre a pris une place naturelle, c'est-à-dire qu'on peut canaliser cette énergie-là. Il y a un jeune homme qui s'appelle François Côte-Noire, quand j'étais en secondaire 1, qui m'a pris et qui a fait « Ce que tu as dedans de toi, ça s'appelle la passion. » Et là, il m'a amené au théâtre, puis là, j'ai fait « Oh! OK, il y a de quoi, là? » Se cacher derrière un personnage. Ça, c'est le fun aussi, tu sais, de prendre les mots de quelqu'un d'autre puis de faire bouger une salle, soit les faire rire, pleurer, les choquer, peu importe. Mais qu'il se passe de quoi? Quand j'ai découvert ça, là, ça a été le bonheur. Et vous en vivez encore de ce bonheur-là, justement. Mais là, moi, je dois avouer que je suis une petite fille dans l'âme, là, ce soir, parce que... arrête, tu me dis ça tantôt. Non, mais moi, et je suis certaine à la maison qu'il y en a aussi, mon émission de jeunesse, c'était Frépépouille. Et là, vous étiez Monsieur Tocard. Jérémy Tocard.
qui déteste Fripépouille. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, justement, vous parlez de télévision, vous parlez de théâtre. Oui. Ça fait extrêmement longtemps que vous en faites. J'ai abordé Virginie dans mon introduction. Oui. Vous avez joué Hercule de 1998 à 2010. Oui, oui. Est-ce que vous en entendez encore parler de ce rôle-là? Oui, oui. Oui, puis ça risque d'être à vie, tu comprends? À vie, oui. Virginie a été pendant 15 ans de temps dans les maisons. Je veux dire, tous ceux qui ont fait Chambre en ville, qui ont fait Peau de banane, qui ont fait Jamais deux sans toi, qui ont fait Le temps d'une paix, ils vont toujours s'en faire parler parce que c'est comme la première fois qu'on te voit aussi longtemps. Tu sais, mon premier contrat officiel, mettons-le à part Fripépouille, c'était les annonces du Journal de Montréal. Et pour une génération, je serai toujours ça. Souvent, la première œuvre nous marque. Le premier roman de Gabriel Leroy restera toujours Bonheur d'occasion. Le premier film de Orson Welles restera toujours Citizen Kane. Si on demande à des gens de citer d'autres films de Orson Welles, ils vont faire... Ah, c'est ça. Je risque d'être Hercule pendant des années dans la tête des gens, puis ça me plaît. Mais c'était un beau rôle, de toute manière. C'était un très beau rôle, puis ça. J'aimais ça. Moi, quand j'étais au conservatoire, je voulais pas faire de théâtre puis de cinéma, je voulais faire du téléroman. Okay. C'est ça qui me tentait. Oui. J'aime la TV, j'aime le procédé TV, j'aime le studio, j'aimais la gang aussi. J'étais bien équipé. Là. On avait des gens avec qui c'était le fun de travailler. Il n'y avait pas trop de stars. Dans un plateau, ce qui peut tuer un plateau, c'est des vedettes. Il n'y en avait pas trop. Fait que, il n'y en avait pas trop, mais il y en avait. Il y en avait, mais je travaillais rarement avec. Okay. Dans ma gang, parce qu'on était toujours les mêmes gangs, il n'y en avait pas. Fait que là, tu as le goût d'aller travailler, tu as le goût d'aller puncher le matin, faire tes lignes, puncher le soir, t'occuper des enfants. Tu sais, ça, j'aimais ça. Mais ça doit être difficile alors de laisser tomber un personnage qu'on a eu pour plus de 10 ans? Non. Non? Même pas. Non, je suis pas un gars qui s'attache. Non? Je fais pas de deuil. Le plus beau contrat de ma vie, là, ça a été Un violon sur le toit. Ça a été extraordinaire. Je l'ai attendu pendant 20 ans. Je l'ai fait. Puis chaque soir, je le jouais comme le dernier. Fait que quand le party de dernière est arrivé... 160 fois en plus. Quand le party de dernière est arrivé, j'avais aucune peine. Non? Je l'avais profité, je l'avais mangé, j'avais aimé ça, mais passionnément. Après, c'est fini, mais bon, on passe à autre chose. La vie est riche. La vie, c'est un buffet chinois. Un buffet chinois, rien de Il y a du choix en masse. Ou mettons le buffet des continents. Là, maintenant, c'est encore plus gros. Oui, j'aime ça. Cool. Ça, c'est la vie. Mais je suis contente que vous abordez Des violons sur le toit, mise en scène par Denise Filiatro. 160 soirs à guichet fermé et on vous y voyait danser, chanter. Vous savez tout faire. Tout, quand même, là. Non, je rate ma béchamel. Mais, ah, bon, ben si c'est juste ça, quand même. non, je sais pas tout faire. Sais-tu quoi? On va être franc, là. Je n'étais pas un grand danseur, je n'étais pas un bon chanteur. J'étais quelqu'un qui aimait faire ça à ce moment-là. Je ne ferais pas une carrière de chanteur aujourd'hui. J'ai pas l'oreille musicale. Par contre, on a tellement répété ces pièces-là, ces morceaux-là, que ça, je pouvais le faire. Je pouvais y arriver. Mais j'en ferais pas une carrière. Je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. C'est pour ça que tu as dans mon énumération beaucoup de choses. Je suis pas bon dans tout ça. J'ai essayé. À un moment donné, j'ai fait de la radio, puis il y a quelqu'un dans le journal qui a écrit que j'étais nul. Fait que là, j'ai fait, OK, ce journaliste-là, je l'aime. Habituellement, je suis toujours d'accord avec. Là, il a écrit que je suis nul. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire que j'ai raté mon coup. Puis ça se pourrait. Mais j'essaye. Par exemple, j'essaye. Si tu me mets un petit défi, là, je risque de dire, OK, je vais l'essayer, puis je vais voir. Mais c'est ce qu'il faut. Et vous parlez d'essayer. Il y a eu la mise en scène aussi, qui s'ajoute à ces cordes de l'arc-là, parce que je pense à Eclipse. Vous avez mis en scène plusieurs pièces. En fait, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne autant, ça, le derrière de la scène? Oui, plus. Oui? Plus encore? Oui. Si j'avais le choix, je serais bien plus derrière les caméras ou en coulisses que sur scène maintenant. Sauf pour les conférences. Mais oui, j'aime... Moi, je vais aimer... Moi, répéter là, un show, là, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. J'ai dit ça là, pour mourir. Je m'ennuie parce que j'y crois pas. Il n'y a pas de public. Les costumes ne sont pas puis je suis pas dedans. Par contre, je peux regarder travailler des acteurs pendant des heures. On a fait ça comme étudiants, on nous amenait à New York, puis on allait des écoles de théâtre à New York, puis on observait. J'ai été assis pendant 8 heures à regarder des gens travailler, répéter, faire des bouts de scène, même pas les entendre, mais je les voyais travailler. Ça me passionnait. Eclipse, quand le contrat m'est arrivé, j'ai fait « Ah, ça, je suis bien là-dedans. Là, je veux. » Puis ça a pris 1 an et demi, presque 2 ans à monter le show. Puis j'étais bien, là. J'étais confortable. Puis j'étais pas sur scène le soir de la première. Et c'était très bien. J'avais pas de stress. Non, c'est ça. Hey, quand c'est voyage. Mais non, mais vous dites j'étais bien à ce moment-là, peu importe. Le métier de comédien, en fait, le métier du monde artistique, c'est pas très évident tout le temps. Est-ce que les insécurités du métier vous ont déjà nui dans la vie, vous, personnellement? C'est pour ça que je le fais. J'aime l'insécurité. Moi, c'est les métiers où j'étais payé à salaire fixe que je devenais incompétent. Moi, je suis un paresseux. Fait que si tu me donnes de l'argent toutes les semaines,
ben là, je viens mou, puis je viens comme, écoute, tu sais, si j'ai de l'insécurité, là, je suis stimulé. Tu sais, je ne sais pas ce qui va me faire vivre l'an prochain encore. J'ai aucune idée. Donc, je suis vraiment stimulé à dire, OK, il faut que je vende mes conférences, il faut que je fasse la promotion de mes livres, il faut que, tu sais, faut que je bouge. Alors là, je suis content. L'insécurité me va bien à moi. Enfin, je pense pour ça que ce métier-là, j'ai pataugé, ça fait 91, ça fait 22 ans que je le pratique. Je pense que j'ai jamais manqué de travail pour ça. J'ai jamais été dépendant du téléphone. Je créais des jobs. La maison d'édition, les éditions de la Bagnole, je l'ai fondée. Ça veut dire que j'ai créé une job. Les conférenciers, je l'ai fondé. De m'ouvrir à tous les autres métiers, la chronique, tout ça, c'était justement pour avoir un salaire décent, annuel, y arriver. Tu sais, quand tu deviens papa, il y a aussi une charge de dépenses qui embarque, tu sais. Donc, j'aimais cette insécurité-là, puis elle me gardait vivant. Oui. Bien, justement, parlons-en de ces conférences-là. Vous les avez commencées en 1998. Et c'est la même année que le début de Virginie, en fait, de votre rôle dans Virginie. Est-ce que ça a un lien? C'est vrai. Non, pas du tout. Non, pas du tout? Non, c'est un concours de circonstances. Moi, je voulais, dans tous les autres jobs que j'ai pas fait, je voulais être psychologue. Et j'ai commencé, d'ailleurs, un bac en psychologie, j'ai jamais fini. Puis, comme comédien, on est souvent appelé dans les écoles à aller parler de notre métier. On va parler de nous autres, puis on va parler du métier. Puis j'allais le faire, je l'ai fait une fois ou deux, puis je trouvais ça plate. Tu sais, ça m'emmerdait de parler de moi comme ça. Puis je me disais, j'aimerais ça leur dire des choses à eux que j'aurais aimé entendre. Parce que moi, j'étais reject quand j'étais au secondaire, donc c'était pas beau, j'ai pas des belles années du secondaire. Mais aujourd'hui, je fais une belle vie. Fait que là, je dis, il y a un chemin de A à Z. Puis c'est quoi ce chemin-là? Puis je pourrais-tu leur donner des mots pour qu'ils puissent l'appliquer à leur vie, sans nécessairement faire un témoignage? C'est pas des conférences où je parle de moi, puis je gratte mes bobos, mais de prendre cette théorie-là, puis de la développer. Puis c'est un peu comme ça que c'est né. C'est né en mouvance. Je rencontre des élèves, puis à un moment donné, je regardais mes notes. J'ai été professeur au secondaire, pour de vrai, un vrai. Et là, je voyais toutes ces affaires-là, puis je fais OK. Moi, j'enseignais FPS, je ne sais pas si tu te rappelles, de formation personnelle. Personnelle et sociale. Là, j'avais des notes là, j'avais mes notes personnelles, j'avais mes cours de psychologie au cégep. Là, je fais, il y a quelque chose à faire avec ça. Puis là, j'ai commencé à écrire une conférence. Puis j'ai fait, c'est ça que je pourrais leur dire. Je ne savais pas si ça avait de la valeur. C'est très prétentieux de croire que tu as un rôle important à jouer devant les élèves, mais je suis assez fou pour l'essayer. Puis on verra après. Tu sais, me casser la gueule, ça ne me dérange pas, mais je vais l'essayer. Puis là, je vendais des conférences, puis les écoles ne l'achetaient pas, puis je ne voulais pas le faire gratuitement, je voulais être payé. Parce que dans le bénévolat, tu ne peux pas chialer. Puis quand tu es payé, les gens peuvent chialer. Fait que je dis, c'est pas bon, je vais le savoir assez vite. Puis à un moment donné, ça ne vendait pas. Puis je vais à une émission comme ça, animée par Grégory Charles, Shabada à l'époque. Et pendant la pause commerciale, il me dit, de quoi tu veux parler après la pause? Puis je dis, parle-moi de mes conférences. Il dit, OK, parfait. Fait que là, après la pause, Martin, parle-nous de tes conférences. Ben, écoute, je vais dans les écoles, je fais ça. C'est pas vrai, je n'avais jamais fait. OK. Je mentais. Là, j'ai menti dans les millions de personnes. Mais là, ça a parti en flèche. Ben, pas tout à fait, mais j'ai eu un premier appel à qui j'ai dit la vérité. J'ai dit, madame, je n'ai jamais fait. J'ai dit, faisons-la. Puis s'il vous plaît, si ça marche, faites-moi une lettre de référence. Puis avec votre lettre, je vais aller dans d'autres écoles. Puis c'est comme ça que c'est né. Donc, c'est une lettre, une deuxième et une troisième. Là, avec 3 lettres, j'ai fait un document que j'ai posté dans 200 écoles. Et là, j'ai commencé à avoir des appels. Puis là, ça fait 15 ans. Sur 15 ans, j'ai créé un circuit comme ça. Un jour, 7-8 ans après, il y a un ami qui m'a fait « As-tu un site web? Arrête de poster des documents. Fais-toi un site. » Alors, j'ai dit « Ben, fais-le. » Fait qu'il m'a fait un site web. Puis, et ça fait plus de 15 ans. Puis ça fait plus de 15 ans. Puis c'est une entreprise que j'ai créée. Oui. Et justement, après 15 ans de conférences sur l'estime de soi, après, vous en avez fait plus de 1000. Oui. Qu'est-ce que les gens... Est-ce qu'en fait, les problèmes ont changé? Est-ce qu'on doit rassurer les gens d'une manière différente après 15 ans, aujourd'hui, en 2012? Non. À part la cyberintimidation, si tu parles aux vieux professeurs, ils vont dire que les jeunes n'ont pas changé. Non. C'est plus exposé. J'en veux beaucoup aux journalistes, à chaque début d'année, de faire des mauvais portraits des écoles. La drogue, l'intimidation, telle fille. Tu sais, bon, oui, elle s'est suicidée, je suis d'accord. Mais il y a des écoles où ça marche. Il y a des écoles où ça va bien. Il y a des jeunes qui sont brillants, qui ont des projets magnifiques, et ça à travers le Québec. Je fais le Québec puis le Canada maintenant en conférence, puis je les vois, ils sont tous pareils. Même dans les quartiers éloignés, je suis allé à l'île d'Anticosti, devant toute l'école secondaire, ils sont 10.
Puis j'avais la même énergie, les mêmes questions que n'importe quel groupe de Alma ou de Montréal. Ouais. C'est pareil. L'humanité ne change pas à ce point-là. On a tous les mêmes désirs, c'est être aimé. C'est juste ça. On veut être validé. Tu veux te faire dire, oui, t'es bonne. Tu es une bonne animatrice, puis ça va bien, puis lâche pas. Ah, ben merci. C'est ça qu'on veut se faire... Non, mais c'est vrai. C'est ça qu'on veut se faire dire. Ouais. Donc, ça ne change pas tant que ça. Il y a l'accès à Facebook, Twitter, qui commence à être une nouvelle gestion. C'est un nouveau langage pour nous. Donc, d'envoyer promener quelqu'un là-dessus, on est en train de gérer ça. Mais là où de pingler une lettre sur la porte avec un poignard ou d'envoyer 3 puffs de fumée pour envoyer chier, c'était les mêmes rapports humains. Tu sais. Il y a peut-être un peu plus de stress aussi aujourd'hui. Peut-être un peu plus. On demande à performer beaucoup aux jeunes. On a le sentiment qu'on doit être parfait. Et moi, ce que j'aime, et ça m'amène à parler de vos livres, c'est que vous dites, oui, je suis père, mais non, je ne suis pas un papa parfait. Mais non. Et ça, c'est bien aussi, parce que, bon, vous avez 3 livres qui parlent de la paternité. Et c'est drôle parce que, bon, dans un de vos livres, vous dites que dans toutes les entrevues que vous faites, tout le monde vous parle de la paternité et la routine ne change pas car je vais vous en parler. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est que vous ne parlez pas de la paternité en général. Vous parlez de votre propre paternité. Oui, bravo, tu as compris ça. J'ai compris, mais... C'est la première en 8 ans qui a compris ça. Oui. Bien, tant mieux, je suis contente parce que c'est ce qu'il faut mentionner aussi parce que vous l'avez dit hors d'onde, que vous avez écrit ces livres-là pour les papas. Oui. Qui, justement, aujourd'hui, on a le sentiment que les pères ne parlent pas assez de leur paternité. Ouais. C'est pour ça que vous avez écrit ces livres-là? Oui. Parce que quand j'ai commencé à devenir papa, j'achetais des magazines, puis ça s'adressait juste aux mères, puis c'était écrit juste par des femmes. Puis par hasard, je travaillais avec la rédactrice en chef d'Enfants Québec. Puis là, je dis, Christy, appelez ça Maman Québec, parce que c'est une insulte, là. Il n'y a même pas de père. Les pères, on est toujours un dossier spécial à tous les 3 mois. Dans tous les magazines, Châtelaine, Coup de pouce, les nouveaux hommes, on les aime. Hey, ça commençait à m'emmerder. Les nouveaux hommes. Oui, parce que là, je disais, on est là, OK, on n'est pas... Si tu regardes la statistique, là, il y a 11 au Canada des hommes qui sont au foyer, OK? C'est juste 11 mais c'est beaucoup plus qu'avant. Tu comprends? Puis moi, je vois toujours le verre d'eau à moitié plein. Je veux dire, on donne la garde encore beaucoup aux mères. Mais beaucoup moins qu'avant. Ça veut dire qu'on commence à se rendre compte que le père a un rôle. Il est différent de la mère. Il sera toujours différent, mais il est complémentaire. Puis ça, j'y crois. Je veux dire, j'habillerai jamais mes enfants comme elle va les habiller. Puis souvent, les enfants descendaient, puis moi, je les avais habillés, puis elle les regardait, elle faisait « non ». Je disais « oui ». Elle faisait « ben non, ça ne matche pas, on s'en calait qui est habillé. Il n'est pas en pyjama, il n'est pas tout nu, il n'est pas en costume de bain, il n'aura pas froid, mais non, c'est ça. Puis lui, il était super heureux. Mais c'est parce que le regard de la mère, puis là, toutes les mères qui nous entendent font « Ah oui, mon mari est pareil, il ne sait pas l'habiller. » Tu fais « Non, il sait l'habiller. Il l'habille comme un père, ce qui n'est pas mal. » Le problème, c'est que quand les femmes tombent enceintes, la société leur fait toute confiance, pas les pères. Ça veut dire que nous, en plus de se battre avec apprendre c'est quoi, parce qu'on ne le sait pas, on ne le saura jamais, il faut en plus prouver à tout le reste du monde qu'il ne mourra pas après une journée avec moi. Puis il a fallu que je le dise à ma blonde qui partait le soir, qui me disait « OK, ça c'est la poudre, ça c'est les couches, ça c'est la porte, ça c'est le téléphone, ça c'est le plafond, ça c'est le frigidaire. » Je leur disais « Hey, va-t'en. Mais vous quand tu vas revenir, il va être vivant. Que les mères ne partent pas assez souvent. Non, mon Dieu, non. Non, c'est à cause de la culpabilité. Mais ça, je ne peux pas l'expliquer parce que je ne l'ai pas porté. On ne le porte pas, l'enfant. Moi, on me le met dans les bras au bout de 9 mois, puis on me dit « Puis, es-tu content? » Je fais « Non, je ne sais pas c'est quoi. » Laisse-moi le temps, là, je commence à le porter physiquement. Je commence à le porter. Laisse-moi le temps de découvrir c'est quoi. C'est pas le plus beau jour de la vie, l'accouchement. C'est épouvantable. Elle sue, elle crie, il y a du sang, elle chie, ça saigne, ça déchire. C'est laid. Puis là, ils te le mettent dans les bras, tu fais « Fuck, c'est un lézard. » Tu sais, c'est pas beau. Puis là, il faut que tu sois heureux. Non, j'apprends. Je voulais être père. C'est sûr que quand on me les a mis, les 3, on me les met dans les bras, t'as mal au ventre. Là, tu fais « Ah, c'est ça, aimer. Arc. » Puis t'as mal, mais t'as mal parce que tu dis « Cet enfant-là va m'amener dans tous les maux du monde, MAUX, tous les maux du monde. Ils ont la grippe, puis t'as mal à la tête. Il se passe de quoi à l'école, puis tu veux tuer les profs. Tu comprends? Puis ça n'a aucun sens comme on devient loup. Mais ça s'apprivoise, ça s'apprend, puis plus j'écris, plus je me rends compte que je ne le saurai jamais. Mais j'ai accepté de rire. Je veux rire. Ça, c'est mon arme. Il faut que je rie. Il faut que j'en rie. Puis c'est drôle, parce que je parlais de ça avec Miro, on s'en venait tantôt ici, puis il me disait, oui, mais il avait fait quelque chose à l'école avec lequel je n'étais pas d'accord, puis il me dit, oui, mais peut-être que je me suis trompé, mais ça t'arrive, toi aussi. Tu me l'as déjà dit que tu nous avais chicané, puis tu avais raté ton coup. Je fais, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, absolument, mais il faut l'avouer.
faut vivre de ces conséquences-là. Fait que comme père, je suis pogné avec ça, de dire, OK, je les ai chicanés, puis je me suis trompé, mais parce que j'étais impatient, parce que je venais de me chicaner avec ma blonde, parce qu'on manquait d'argent, parce que toutes les raisons sont bonnes. Ça arrive, on Mais n'est oui, pas ça parfait. arrive. Mais non. Et là, je vois le temps qui défile à une vitesse folle. Oui. Et je voulais aborder le fait parce que moi, j'étais d'accord avant même de lire ce que vous aviez écrit. Ma mère a la même idée du concept. C'est que souvent, on entend les parents dire aujourd'hui, c'est pas le temps passé avec nos enfants qui est important, mais c'est les moments de qualité. Ouais. Mais vous dites que c'est le contraire. Ah, ouais. J'aime mieux être toujours là, puis que les moments soient pas aussi de qualité que ça, que de passer 1 heure avec mon enfant par semaine. Oui, tout à fait. Ça, je veux vous entendre parler rapidement quand même là-dessus parce que je trouvais ça vrai. C'est vrai, aujourd'hui, c'est les parents qui se Déculpabilisent. Néocitran. Oui, c'est ça. Déculpabilisent en disant que, justement, à cause du temps, passer 1 heure avec ses enfants, si le moment est de qualité, c'est pas vrai, ça. Hein? Non, bien, c'est parce que ça ne te permet pas d'être un parent. Non, c'est ça. Là, ça va te permettre d'être un ami temporaire. Dieu sait que je ne veux pas être ami avec mes enfants. Mais le parent, tu es obligé d'être là longtemps parce qu'il change rapidement. Puis pour comprendre les changements, il faut que tu l'aies vu. Il faut que tu aies été là. Je veux dire, bébé, là, il nous attirait dans la salle de jeu. Puis là, il me disait, assis-toi là. Puis là, il jouait. Puis là, je prenais les jouets. Puis il faisait, non. Il voulait pas que je joue. Il voulait que je sois là. Bien, j'allais me chercher un livre, puis j'étais là, puis je lisais mes affaires à moi, tu sais. J'étais pas obligé d'être présent, puis de stimuler, puis de développer ses compétences transversales, puis voir c'est quel type d'intelligence il a, puis non, mais ça, ce que vous dites ça va aussi, se faire. c'est que je ne suis pas un animateur pour mes enfants. Ça, j'ai trouvé ça beau Je aussi. suis pas un géo. Non, c'est ça. Je suis son père. Ouais. Et mon Dieu, le temps a passé vraiment très rapidement. Bien, ce n'est pas terminé tout à fait parce que c'est les chroniqueurs après la pause qui vous posent des questions. Eux autres, oui. Ouais. Merci d'être là, M. Larocque. Merci beaucoup. Merci de m'inviter. Et c'est pas terminé parce qu'après la pause, c'est les chroniqueurs qui lui posent des questions. Donc, comme je vous le mentionnais, ce n'est pas terminé et on en est heureux parce que c'est vraiment très intéressant. Et donc, c'est les chroniqueurs qui ont chacun une question pour vous. Donc, Catherine? Bon, ben moi, je vais continuer dans la lancée de Noël. C'est quoi votre film de Noël préféré? Miracle on 34th Street ou 42nd Street, je ne sais jamais fait quelle Le rue, miracle sur la 34e rue? 34e, mais l'original. Oui. Oui, ça, là. Je braille. Ouais, j'aime assez ça, là. C'est tellement un Oui, film puis quand on était unique, petit, il y avait le Sound of Music chaque année qui passait. Puis dans le Sound of Music, il y a la scène quand le père découvre que ses enfants chantent, là je braille. J'aime Donc, vous ça. pleurez sur les films de Noël, Oui. vous écoutez Oprah puis vous tricotez. Oui. Oui. Non. Je suis un vrai mâle. Je suis un vrai mâle. Catherine? Étant donné que vous avez fait plusieurs choses dans votre vie, s'il y avait un seul métier que vous pouviez faire pour le restant de votre vie, ce serait lequel? Métier conférencier. Rôle papa. Oui. Oui, conférencier. Puis je pense que je m'en vais vers ça naturellement. Tu sais, un acteur doit appeler, tu sais, rappeler qu'il est là. Tu sais, faire un job, je ne la fais pas. Ça m'intéresse pas. Moi. Tu sais, là, conférencier, c'est tellement passionnant. J'aime vraiment ça. Bien, vous êtes passionnant aussi, vraiment. Oui, bien moi, Vraiment. merci. On va t'appeler, mais que je déprime. Oui, donc, moi, cette semaine, je fais une chronique sur les pires cadeaux de Noël à donner. Ouais. Moi, je veux savoir, c'est quoi le pire cadeau de Noël que vous avez reçu? C'est bien bon, ça. Le pire cadeau de Noël que j'ai reçu. Faut Ou, que je pense ou quelque chose que vous étiez déçu de recevoir, ou que vous en attendiez, ou que Du vous linge. n'en vouliez pas. Du linge. Ça me fait jamais. Les gens se rendent pas dans la tête que je suis gros. Tu sais, puis là, ils disent, il doit être extra large. Je porte du 5XL. Tu comprends? Je suis gros. Puis le pire, c'est qu'à un moment donné, on m'offre une robe de chambre. Tu sais, puis on dit, une compagnie, du cadeau de compagnie, puis il me la donne, puis je la regarde, c'est une médium. Je dis, ça me fait pas. Fait que là, t'espères que la compagnie fasse, on va aller vous en chercher une, on va vous trouver autre chose. Non, elle fait, vous la donnerez à quelqu'un d'autre. Tu sais. Hey, c'était à moi que tu donnais le cadeau. ouais, Allô? franchement. Tu sais, donne-moi un parapluie, sinon. Mais... fait que le linge, là, c'est. Non. Marie-Ève? S'il y avait, dans toutes les séries québécoises qu'il y a eu, est-ce qu'il y a un rôle que vous auriez aimé avoir? Dans les séries québécoises? Oui, toutes celles qu'on a connues. N'importe quel jeune amoureux qui couche avec une belle actrice. Donc, j'aurais aimé ça, jouer un jeune amoureux. Il y a même un producteur, à un moment donné, qui vient me voir puis qui me dit « j'ai un rôle pour toi dans ma prochaine série. » Puis c'est une promesse de producteur qui arrive jamais. Puis j'ai dit à ce producteur-là, j'ai dit « Un jour, quand tu auras le rôle du jeune premier amoureux, là, appelle-moi.
là, je vais t'écouter. Et il a dit, le Québec n'est pas prêt à avoir un gros amoureux. Ben voyons. Oui. Fait que là, dans ma tête, ça fait... Tu sais, lui, je l'ai rayé de ma liste. J'ai dit, OK, ben au revoir, monsieur. Puis tu te rends compte que je suis comme pris dans un casting. Maintenant, un rôle avec un R majuscule dont je rêve, c'est Cyrano, évidemment. Cyrano, c'est le rôle des rôles. Tu sais. Ça serait plus au théâtre, par contre. Oui, Ouais, oui, théâtre ou cinéma. Depardieu l'a magnifiquement fait au cinéma. Alors, je pourrais remplacer Depardieu. On vous le souhaite. Camille? Oui. Allons-y avec la famille pour Noël. Je voulais savoir quelle était votre chanson de Noël préférée. Écoute, je suis sucker pour le poste de Noël Galaxy. Tu sais, il est toujours là. Mes enfants sont plus capables. Et tout ce qui est américain, moi, je suis américain. Je suis né aux États. Donc, je suis né d'abord dans la culture américaine. Fait que moi, le Bing Crosby puis Dean Martin qui chante Noël, là, je braque. Ouais. Encore? non, mais j'aime ça parce que ça me met dedans. Tu sais, si on fait le sapin, on va faire le sapin cette semaine. Là. Je vais mettre Il est Dean pas encore Martin. fait? Non? Ben là, c'est dans 2 semaines, même pas, Noël. Ouais, je sais. Soigne ta grippe, toi, là. Non, mais on a décoré. On vient de l'acheter parce qu'on l'a acheté pour une levée de fonds. Ouais. C'est juste pour ça, mais non, c'est décoré. Non, il y a des affaires qui pendent. Puis, Au moins, parce que là, Colin. Oui. Mais là, je veux qu'on revienne un petit peu dans les conférences. Oui. Dans le sens où ici, on est une émission jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Oui. Et je veux savoir, qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui doit savoir pour être rassuré en 30 secondes? Et là, on en perd 10, en ce moment. Je suis pas inquiet. Fais confiance à ton instinct. Oui. Ton instinct te mentira jamais. C'est vrai. Il va t'amener sur une piste où tu ne veux pas toujours aller, mais il y a une raison pourquoi tu vas là. Oui. Fais confiance à ton instinct. Et si on veut avoir une conférence à notre école, par exemple, estimedesoi.ca. Oui. Un gros merci, Martin Larocque, d'être Bien, venu. merci à vous. Merci, Et, merci, Tanika. Merci à vous, beaucoup. évidemment, les chroniqueurs. Et vous retrouvez Catherine un petit peu plus tard durant la semaine à l'émission Cafouillis. Évidemment, merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison avant les fêtes. Bye tout le monde, à la semaine prochaine.